Voici une petite présentation qui s'intitule « De l'enregistrement de vos cours à la création d'un MOOC ». Je fais cette présentation parce que j'ai l'expérience d'avoir réalisé un MOOC en tant qu'enseignant-chercheur en intelligence artificielle, et j'ai également l'expérience d'avoir accompagné d'autres professeurs pour faire un MOOC basé sur leurs cours. Et je me suis rendu compte que mon expérience personnelle de faire un MOOC pouvait se généraliser. Beaucoup de professeurs se retrouvaient dans la même situation quand ils voulaient créer un MOOC. Donc je voulais vous présenter les différentes étapes que j'ai suivies et dont je pense qu'elles peuvent se généraliser quand vous voulez créer un MOOC. Alors en général, ce qui motive les enseignants pour créer un MOOC ou plus généralement pour utiliser des méthodes pédagogiques innovantes basées sur les techniques de l'information, c'est que, bon, ils sont éventuellement un peu frustrés que le fait d'enseigner un cours soit une performance éphémère. Ils auraient envie de pouvoir garder une trace capitalisée. Et donc le premier réflexe qu'ils ont simplement, ça va être de peut-être s'enregistrer en cours. Donc ça, c'est relativement facile, il suffit d'un simple dictaphone, ou même un smartphone actuellement offre cette fonctionnalité. Donc vous êtes en cours, vous donnez votre cours, vous posez discrètement votre smartphone sur le bureau et vous vous enregistrez. Ça peut être très utile. Alors c'est pas spécialement utile pour les étudiants, hein, parce que c'est extrêmement fastidieux à réécouter pour les étudiants s'ils ne sont pas engagés dans l'interaction du cours. Par contre, ça peut être très utile pour vous. Par exemple, si vous donnez le même cours l'année suivante, vous pouvez vous réécouter la veille, et puis ça vous remet dans le bain, ça vous remémore votre cours et ça vous prépare à réenseigner ce cours. Ça peut être aussi très utile si un de vos collègues doit donner ce cours à votre place pour une raison quelconque. Il vous bénira de disposer d'un enregistrement audio. Vous lui remettrez vos slides, vos matériaux pédagogiques, et il pourra écouter la façon dont vous le présentez en audio. Donc ça, c'est une étape, je dirais, qui ne coûte rien, que vous pouvez facilement faire et qui peut avoir des utilités pratiques. Voilà. Évidemment, une fois que vous avez ça, vous pouvez, si vous voulez, les mettre en ligne. C'est un peu comme un podcast. Par exemple, vous pouvez écouter les cours du Collège de France sous forme de podcast, comme ça. Mais en réalité, si vous voulez vraiment suivre le cours, c'est vraiment pas ce qu'il faut, parce que d'une part, vous avez que l'audio, vous n'avez pas les matériaux visuels. Et en plus, c'est une présentation qui est destinée à être, mettons, assez longue, un cours d'1 heure, et qui n'est pas optimal. Donc c'est extrêmement fastidieux pour un élève. Alors, une fois que vous avez ces enregistrements audio, ce que vous pouvez faire pour compléter, c'est faire un petit montage vidéo avec, mettons, vos slides. Donc vous avez vos slides en PowerPoint ou n'importe quoi, et vous pouvez faire une capture d'écran vidéo de votre ordinateur, rejouer vos slides en réécoutant le montage audio, enfin l'enregistrement audio, en les jouant de manière synchrone, puis resynchroniser le tout, faire une petite vidéo qui intègre à la fois la bande audio que vous avez enregistrée en cours et vos slides. Donc là au moins, vous avez quelque chose d'un peu plus exploitable, puisque les gens peuvent voir vos slides, éventuellement les petites vidéos de démonstration que vous faites, en même temps qu'ils écoutent votre cours. Et puis quand vous avez ça, vous pouvez le mettre sur Internet, sur YouTube par exemple. Et éventuellement, ça peut déjà intéresser des gens. Moi j'ai fait ça. J'en suis actuellement environ 10 000 vues sur ma page YouTube de mon cours d'intelligence artificielle. Mais en fait, quand on regarde les statistiques de vues, on se rend compte, oui, très bien, on est content, 10 000 vues, c'est chouette, mais la durée moyenne de visionnage, c'est 10 minutes. En fait, c'est assez insupportable à regarder, pour les mêmes raisons que l'enregistrement audio, c'est pas du tout adapté pour regarder sur Internet. Mais bon, ça peut quand même être utile, ne serait-ce que pour vous, ou pour faire connaître votre cours, même si les gens ne le suivent pas, ils peuvent quand même savoir que c'est là. Donc vous avez votre enregistrement audio, vous réalisez une petite vidéo, voilà, ça ressemble à ça. Bon.
Alors ensuite, une fois que vous avez fait ça, vous pouvez aller un petit peu plus loin. Vous dites, bon ben oui, mais le cours, c'est pas que un enregistrement audio, que des slides. Il y a aussi d'autres ressources pédagogiques. Il y a des énoncés d'exercices. Il y a des références vers d'autres matériaux que vous pouvez trouver en ligne. Et donc, vous pouvez commencer à organiser un petit peu tout ça en utilisant, mettons, une plateforme. Ici, à l'Université de Lyon, on a la plateforme Caroline Connect, qui vous permet de regrouper au même endroit des pointeurs vers les vidéos du cours, mais aussi vers des ressources pédagogiques, les énoncés des exercices, des livres de texte, mettons, des PDF qui donnent votre cours, ou des livres. Donc vous partagez à ce moment-là l'ensemble des ressources de votre cours, pas seulement l'énoncé de votre cours. Alors ensuite, une fois que vous avez fait ça, vous dites, bon ben, c'est bien, mais finalement, maintenant que j'ai mes ressources pédagogiques qui sont là, je me rends compte que finalement, les étudiants, ils vont utiliser les ressources sans même regarder la vidéo éventuellement. Et ce que vous voudrez faire, c'est peut-être simplement dire, ben, quand vous vous rendez compte qu'en fait la vidéo, on ne la regarde pas plus de 10 minutes parce que c'est rasant, vous pourrez indexer votre vidéo, dire, ben, regardez, si vous devez regarder que 10 minutes, regardez tel passage. Puis avec YouTube, vous pouvez facilement faire une URL qui pointe vers un timecode particulier de votre vidéo. Donc vous pouvez commencer à indexer votre vidéo. Donc à ce moment-là, vous retournez le cours, c'est-à-dire le point d'entrée, c'est plus la vidéo. Le point d'entrée, ça va être un espèce d'index de votre cours, là. Vous allez dire, ben, dans le chapitre 1, on verra ces notions. Et puis vous pourrez regarder la vidéo de tel timecode à tel timecode plus 2 minutes, plus 3 minutes. Vous focussez sur les points qui vous semblent clés dans votre cours. Et en complémentant ça avec des explications textuelles, simplement que vous rédigez sur une page web. Donc, votre cours devient à ce moment-là un index avec un début de rédaction et puis pointant vers des morceaux choisis de vos vidéos. Et puis en fait, quand vous faites ça, vous vous dites, ben, en fait, c'est bien ces morceaux choisis, mais c'est encore pas l'idéal, parce que malgré tout, même si on invite les visiteurs à regarder que 5 minutes extraits choisis, ces 5 minutes ne sont quand même pas optimales pour exprimer un concept, puisque c'est juste un extrait d'un cours beaucoup plus long. Donc là, vous commencez à être intéressé de dire, bon, bah, finalement, tel concept que j'ai expliqué dans mon cours, je vais refaire une petite vidéo qui va être spécifique pour expliquer ce concept mieux. Donc là, vous allez faire peut-être monter vous-même quelques petites animations, et vous enregistrerez une vidéo qui sera à ce moment-là plus destinée à vos étudiants en classe, mais qui sera destinée aux gens qui viendront sur le web. Donc vous refaites des petites vidéos synthétiques, des points clés de votre cours, et en même temps vous rescénarisez votre cours, parce qu'en fait vous vous rendez compte que en tant qu'enseignant, vous avez fait un scénario de votre cours, mais ce scénario était adapté à un cours en présentiel. Et en fait, au fur et à mesure de ce processus, vous vous rendez compte que ce n'est pas le même genre de scénario qu'il faut dans un cours en ligne. En fait, dans un cours en ligne, comme vous n'avez pas, vous ne tenez pas les gens en haleine, vous êtes obligé de trouver d'autres méthodes pour les motiver. Et en fait, vous ne pouvez pas parler aussi longtemps, vous ne disposez pas autant de leur attention et de leur temps, donc vous êtes obligé d'aller droit au but. C'est vraiment le point clé. Vous voulez transmettre des notions en cours, vous devez aller absolument droit au but. Et donc, à partir de là, vous commencez à avoir un cours qui est en ligne avec des explications textuelles et des petites vidéos qui sont autant de petites ressources pédagogiques qui renforcent votre cours. Donc, ça peut ressembler à ça, les explications et les vidéos de 4-5 minutes maximum chacune. Et puis voilà, une fois que vous avez ça, ben, vous êtes prêt pour faire un MOOC. Simplement, donc vous avez votre cours, vous avez les concepts que vous voulez transmettre qui commencent à être adaptés au web. Simplement, ce qu'il va falloir, c'est adapter vos exercices à un format web, c'est-à-dire vous ne pouvez pas corriger, vous ne pourrez pas, si vous avez un MOOC, s'il est réellement massif, si vous avez des centaines ou des milliers d'élèves, vous ne pourrez pas corriger chacun des exercices. Donc il va falloir adapter des exercices pour que ce soit massif, donc typiquement faire des QCM qui vont se corriger automatiquement, ou des exercices ouverts en organisant la correction par les pairs, de façon à ce que les élèves écrivent quelque chose, se le passent mutuellement
et organiser une interaction entre élèves, d'élève à élève, plutôt qu'une interaction entre les élèves et vous, puisque si le cours est massif, vous ne pourrez pas interagir avec chaque élève. Il faut aussi organiser des possibilités des forums, des possibilités d'engagement, de commentaires sur le cours pour les élèves, qui puissent interagir entre eux, commenter votre cours, susciter des discussions. Il faut aussi prévoir des possibilités de rencontres vidéo sur Internet, mais tout ça, vous allez l'organiser assez facilement une fois que vous aurez votre cours qui sera préparé. Puis voilà, une fois que vous avez ça, vous pouvez annoncer votre MOOC sur Internet en disant voilà, ça va commencer telle date. Nous vous invitons à vous inscrire. Vous pouvez organiser cela sur la plateforme de l'université Caroline Connect. Et voilà, vous êtes prêts. Alors, ce n'est pas non plus la dernière étape. Une fois que vous avez donc fait tout ça, organisé votre cours, donné votre cours en ligne, c'est-à-dire, mettons, vous avez un cours prévu pour être donné sur 5 ou 6 semaines, 7 semaines typiquement. Toutes les semaines, vous diffusez une leçon de façon à ce que vos étudiants travaillent cette leçon cette semaine-là et interagissent entre eux pendant la semaine. Une fois que le MOOC est fini, vous avez une expérience, vous pouvez faire un retour d'expérience. En fait, ce dont vous pouvez vous rendre compte, c'est que vous commencez à être un peu un expert, vous commencez à avoir une notion de quelles ressources pédagogiques seraient vraiment utiles, même au-delà de votre cours, qui pourraient être réutilisées par d'autres enseignants du même domaine. C'est cette expérience d'avoir donné ce cours en ligne, d'avoir interagi avec vos étudiants, qui vous donne ce recul pour pouvoir imaginer d'autres ressources en ligne. Typiquement, dans mon cas, ça m'a conduit à réaliser un petit jeu sous forme d'une application téléphone mobile, iPhone et Android, qui a vocation à se répandre au-delà de mon cours et j'espère pouvoir être utilisé par d'autres enseignants. Voilà, j'espère que ce retour d'expérience que vous pourrez vous retrouver peut-être dans ce retour d'expérience et que ça vous permettra de partir moins en aveugle dans la création d'un MOOC et d'avoir quelques points de repère.